La Seconde Guerre mondiale a été le plus grand et le plus dévastateur conflit de l'histoire humaine. Entre 1939 et 1945, la guerre a englouti des nations à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Pacifique, mobilisant des dizaines de millions de soldats et de civils. Des villes entières ont été détruites par les bombardements, d'immenses armées se sont affrontées sur les continents et les civils ont enduré des souffrances inimaginables. Avant la guerre, il était rare dans la plupart des pays que des femmes combattent sur le champ de bataille. Traditionnellement, les femmes étaient infirmières, ouvrières, employées de bureaux ou faisaient en partie du personnel de soutien. Leur contribution était essentielle, mais elles accédaient rarement à des rôles de combat. L'ampleur et le désespoir de la Seconde Guerre mondiale ont changé ces idées reçues. Alors que les nations luttaient pour leur survie, les frontières traditionnelles ont commencé à s'effondrer. Les femmes ont travaillé en usine pour produire armes et véhicules et ont intégré les services de renseignement pour décoder les communications ennemies. Et dans certains pays, notamment l'Union soviétique, elles ont été formées comme soldats de combat. Les femmes sont devenues tireuses d'élite, pilotes, mécaniciennes de chars, résistantes ou saboteuses, et nombre d'entre elles ont combattu dans les zones les plus dangereuses. Certaines sont même devenues légendaires. Leurs actions sur le champ de bataille ont suscité la peur chez les troupes ennemies et l'admiration chez les alliés. Les soldats allemands sur le front de l'Est murmuraient à propos de tireuses d'élite mortelles capables de frapper à des centaines de mètres. Les équipages de la DCA redoutèrent le bruit discret des avions en bois planant silencieusement dans le ciel nocturne. Les officiers de la Gestapo traquaient des résistants qui semblaient impossibles à capturer. Ces femmes n'étaient pas que des participantes, mais parmi les combattantes les plus redoutables. Ce documentaire explore les histoires de quelques-unes des femmes les plus terrifiantes de la Seconde Guerre mondiale. Des tireuses d'élite qui dominaient le champ de bataille, des pilotes qui régnaient dans les airs, des résistantes qui défiaient l'occupation nazie et les légendaires sorcières de la nuit qui transformaient de fragiles biplans en armes de guerre psychologiques. Leur courage a défié les attentes et laissé un héritage qui fascine encore les historiens aujourd'hui. Le front de l'Est, la guerre sans merci. Pour comprendre pourquoi tant de redoutables combattantes ont émergé pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut saisir l'environnement dans lequel elles ont combattu. Le front de l'Est était le théâtre le plus vaste et le plus brutal de toute la guerre. Lorsque l'Allemagne nazie a lancé l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, elle a déclenché la plus grande invasion de l'histoire militaire. Plus de 3 millions de soldats allemands ont franchi la frontière soviétique lors d'une attaque surprise massive, soutenue par des milliers de chars et d'avions. L'armée allemande avançait rapidement. Au cours des premiers 2 mois de l'invasion, des armées soviétiques entières ont été encerclées et détruites. Des millions de soldats ont été tués ou capturés. Des villes comme Minsk, Smolensk et Kiev sont tombées aux mains des Allemands. Pour l'Union soviétique, l'invasion était une lutte pour la survie. La direction allemande ne voyait pas la campagne comme une guerre conventionnelle. L'idéologie nazie voyait les soviétiques comme inférieurs et voulait conquérir de grands territoires pour y installer des colons allemands. Les civils étaient soumis à des exécutions de masse, au travail forcé et à la famine. En conséquence, l'Union soviétique a mobilisé toute sa population pour résister à l'invasion. Les usines ont été démontées et transportées sur des milliers de kilomètres vers l'Est, au-delà des montagnes de l'Oural, et les civils ont aidé à construire des fortifications défensives autour des grandes villes. Des millions de personnes se sont portées volontaires pour rejoindre l'armée rouge. Les femmes ont joué un rôle crucial dans cette mobilisation. Plus de 800 000 femmes ont finalement servi dans les forces armées soviétiques pendant la guerre. Beaucoup travaillaient comme infirmières, spécialistes des communications ou mécaniciennes, mais des milliers ont également servi directement au combat. Un domaine dans lequel les femmes se sont révélées particulièrement efficaces était le tir de précision. Les tireurs d'élite devaient faire preuve de patience, de discipline et de sang-froid. Un tireur d'élite pouvait passer des heures, voire des jours, caché dans une position, attendant l'occasion parfaite pour tirer. La précision et l'endurance mentale étaient essentielles. Les commandants soviétiques pensèrent que les soldats possédaient souvent ces qualités.
Des écoles de formation ont été créées pour préparer les femmes à devenir tireuses d'élite, et de nombreuses diplômées ont rapidement prouvé leur efficacité. Sur le champ de bataille, les soldats allemands ont vite découvert que certains de leurs ennemis les plus redoutables étaient des femmes. Le front de l'Est était devenu un terrain d'épreuve pour des combattants extraordinaires, cachés dans des bâtiments en ruine ou dans des positions en forêt. Lyudmila Pavlychenko, la tireuse d'élite surnommée Lady Death. L'une des tireuses d'élite les plus redoutées de toute la guerre était Lyudmila Pavlychenko, une femme dont le nom est devenu légendaire parmi les troupes allemandes. Née en 1916 dans la ville ukrainienne de Bilatserkva, Pavlychenko a grandi dans une société soviétique qui encourageait la préparation militaire. Adolescente, elle a rejoint un club de tir local et s'est rapidement forgé une réputation pour son adresse exceptionnelle au tir. Lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, en 1941, Pavlychenko étudiait l'histoire à l'université de Kiev. Comme des milliers de jeunes citoyens soviétiques, elle s'est immédiatement portée volontaire pour défendre son pays. Les militaires ont d'abord voulu l'affecter comme infirmière. Pavlychenko a refusé et a insisté pour servir comme tireuse d'élite. Finalement, l'armée lui a permis de rejoindre une unité de combat. Sa première expérience de combat majeur a eu lieu lors de la défense d'Odessa en 1941. La ville était assiégée par les forces allemandes et roumaines et les combats étaient intenses. Pavlychenko a rapidement démontré des compétences remarquables. Le tir de précision réclamait patience et rigueur. Un tireur d'élite restait immobile de longues heures, souvent en danger, attendant l'instant idéal pour agir. En seulement quelques mois, Pavlychenko avait accumulé des dizaines d'éliminations confirmées. Plus tard, elle a été transférée à la bataille de Sébastopol, une ville portuaire stratégique en Crimée. Le siège de Sébastopol a duré des mois et a impliqué de lourds bombardements d'artillerie, des attaques aériennes et des combats au sol acharnés. Les ruines de la ville créaient des conditions idéales pour les tireurs d'élite. Pavlychenko excellait dans cet environnement. Elle traquait les soldats ennemis et les tireurs d'élite rivaux à travers les bâtiments en ruine et les tranchées défensives. Une de ses missions les plus périlleuses était d'affronter des tireurs d'élite allemands entraînés pour éliminer les tireurs d'élite adverses. Au moment où elle a été blessée en 1942, Pavlychenko avait réalisé 309 éliminations confirmées dont 36 tireurs d'élite ennemis. Sa réputation devint si célèbre que les forces allemandes tentèrent des tactiques psychologiques. Des haut-parleurs diffusaient des messages offrant des récompenses si elle se rendait. Plus tard, ils menaçaient de représailles brutales. Pavlychenko les ignora tous. Après avoir été blessée par des tirs de mortier, elle fut retirée du front et envoyée en tournée diplomatique dans les nations alliées. Au cours de cette tournée, elle visita les États-Unis, où elle rencontra le président Franklin D. Roosevelt et la première dame Eleanor Roosevelt. Mais sa légende était déjà établie. Pour les soldats allemands sur le front de l'Est, Lyudmila Pavlychenko représentait quelque chose de terrifiant, un ennemi qu'ils ne verraient peut-être jamais avant qu'il ne soit trop tard. Rosa Chanina, la tireuse d'élite qui a refusé de reculer. Rosa Chanina, une jeune soldate et tireuse d'élite soviétique, a rapidement acquis une solide réputation pendant la guerre grâce à sa détermination et son courage, devenant l'une des tireuses d'élite les plus respectées du front de l'Est. Rosa Chanina est née en 1924 dans le petit village d'Iedma, dans le nord de la Russie, dans la région d'Arkhangelsk, en Russie. Elle a grandi dans une grande famille ouvrière où la vie exigeait discipline et endurance. Les hivers étaient rudes, les déplacements difficiles et la survie quotidienne demandait des efforts. Malgré ces difficultés, Chanina était une élève excellente. Elle rêvait de devenir enseignante et a finalement déménagé dans la ville d'Arkhangelsk pour étudier dans un institut pédagogique. Mais l'histoire en a décidé autrement. En juin 1941, l'Allemagne nazie a lancé sa vaste invasion de l'Union soviétique. L'attaque a choqué le pays et s'est rapidement transformée en une lutte pour la survie. Des millions de jeunes se sont portés volontaires pour défendre leur patrie et Rosa Chanina était parmi eux. Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a rejoint l'armée rouge. Chanina a intégré une école de formation pour tireuses d'élite, participant à l'effort soviétique pour former des tireurs d'élite et freiner l'avancée allemande. Le programme d'entraînement était extrêmement exigeant. Les élèves apprenaient des techniques de camouflage, des déplacements furtifs, le tir à longue distance et la survie sur le champ de bataille. Ils s'entraînaient à rester immobiles des heures dans le froid et à estimer les distances en terrain découvert. Chanina s'est vite distinguée parmi les meilleurs élèves. Ses instructeurs ont noté son exceptionnelle précision au tir et son calme remarquable sous pression. Elle a obtenu son diplôme avec d'excellentes notes et a été affectée à une unité de combat en 1944.
Son arrivée au front a coïncidé avec les grandes offensives soviétiques qui repoussaient les forces allemandes vers l'ouest après la victoire soviétique à la bataille de Koursk en 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Tchanina a vu son premier combat lors des opérations en Biélorussie, alors que les forces soviétiques commençaient à libérer les territoires occupés par les troupes allemandes. Elle s'est vite révélée une tireuse d'élite efficace. L'une de ses compétences les plus remarquables était sa capacité à tirer 2 coups d'affilée, 2 tirs précis en succession rapide sur des cibles distinctes. Cette technique lui permettait d'éliminer plusieurs ennemis avant leur réaction. Son nombre de victimes a vite augmenté. La nouvelle de ses succès s'est répandue dans son unité et a fini par parvenir aux journaux militaires soviétiques. Les journalistes ont décrit la jeune tireuse d'élite comme un symbole de détermination et de patriotisme. Des photographies de Tchanina sont apparues dans les journaux à travers toute l'Union soviétique, mais la célébrité signifiait peu pour elle. Tchanina était frustrée par les règlements qui empêchèrent parfois les tireuses d'élite d'accéder aux zones les plus dangereuses du front. Elle croyait que son devoir était de combattre aux côtés de l'infanterie plutôt que de rester derrière les positions défensives. Elle a demandé à plusieurs reprises l'autorisation d'opérer plus près du front. Finalement, ses commandants lui ont permis de participer aux opérations offensives. À la fin de 1944 et au début de 1945, Tchanina a combattu lors de l'avancée soviétique en Prusse orientale, l'une des dernières campagnes de la guerre en Europe. Les combats étaient intenses alors que les forces allemandes cherchaient à ralentir l'avancée soviétique vers Berlin. Tchanina resta tireur d'élite en première ligne durant ces batailles. Son journal personnel, découvert plus tard après la guerre, a révélé le poids émotionnel des combats. Elle a écrit sur le chaos des combats, la destruction des villages et l'épuisement des soldats des 2 camps. Pourtant, elle est restée déterminée à continuer de se battre. En janvier 1945, lors d'une violente contre-attaque allemande, Tchanina a tenté de secourir un officier d'artillerie blessé. En le protégeant des tirs ennemis, elle a été touchée par des tirs ennemis. Rosa Tchanina est morte le 28 janvier 1945 à seulement 20 ans. Bien que sa vie ait été tragiquement courte, elle a laissé derrière elle un héritage de bravoure et de détermination. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des tireuses d'élite les plus courageuses de la Seconde Guerre mondiale. Une soldate qui a refusé de fuir le danger et a insisté pour combattre aux côtés de ses camarades jusqu'au bout. Lydia Litviak, le lys blanc de Stalingrad. Tandis que les tireurs d'élite dominaient le champ de bataille depuis des cachettes au sol, un autre groupe de femmes combattait au-dessus des lignes de front, sur le front de l'Est. L'une des plus remarquables parmi elles était Lydia Litviak, une pilote de chasse soviétique qui est devenue l'une des rares femmes as de chasse de l'histoire. Lydia Litviak est née à Moscou en 1921. Dès son plus jeune âge, elle était fascinée par l'aviation. Pendant les années 1930, l'Union soviétique a promu l'aviation comme un symbole de progrès technologique et des clubs de vol ont été créés à travers tout le pays pour former de jeunes pilotes. Litviak a rejoint l'un de ces clubs à l'adolescence. Son talent naturel est vite devenu évident. Au moment où l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, en 1941, elle avait déjà accumulé des centaines d'heures d'expérience de vol et travaillé comme instructrice de vol civil. Déterminée à défendre son pays, elle s'est portée volontaire pour le service militaire. Litviak a finalement rejoint le 586e régiment d'aviation de chasse, l'une des unités d'aviation féminine créée sous la direction de la célèbre aviatrice soviétique Marina Raskova. Après une formation de combat supplémentaire, Litviak fut transférée dans une unité de chasseurs en première ligne. Elle pilotait le Yakovlev Yak-1, un avion de chasse soviétique rapide et maniable conçu pour le combat aérien rapproché. Sa carrière de combattante a commencé lors de l'une des batailles les plus célèbres de la guerre, la bataille de Stalingrad. Entre 1942 et 1943, le ciel au-dessus de la ville en ruine était constamment le théâtre de combats aériens. Les avions allemands et soviétiques se disputèrent le ciel tandis que les forces terrestres combattaient dans les rues. L'environnement était très dangereux pour les nouveaux pilotes. Mais Litviak a vite prouvé qu'elle comptait parmi les meilleurs. Lors d'une de ses premières missions, elle attaqua une formation de bombardiers allemands escortés de chasseurs. Dans le combat aérien qui a suivi, Litviak a abattu un bombardier allemand, puis a poursuivi et détruit l'un des chasseurs d'escorte. Son succès lui a valu le respect immédiat des autres pilotes soviétiques. Son avion portait un lys blanc distinctif peint sur le côté, ce qui a conduit ses camarades pilotes à la surnommer le lys blanc de Stalingrad. Les pilotes allemands ont rapidement commencé à reconnaître cette marque également.
Litviak est devenue célèbre pour son style de vol agressif. Elle engageait souvent les avions ennemis à courte distance, comptant sur ses réflexes rapides et sa maniabilité pour surpasser ses adversaires. Malgré son talent, le combat aérien était incroyablement dangereux. À plusieurs reprises, son avion a été endommagé lors de combats aériens. Elle a même dû atterrir d'urgence derrière les lignes soviétiques après avoir été touchée par des tirs ennemis. Même après ces expériences, elle a continué à retourner en mission de combat. Avec le temps, Litviak a remporté de nombreuses victoires aériennes confirmées, devenant l'une des femmes pilotes de chasse les plus performantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a effectué des dizaines de missions sur le front de l'Est et est devenue une figure respectée parmi les aviateurs soviétiques. Cependant, l'intensité des combats aériens exposait même les meilleurs pilotes à de grands risques. Le 1er août 1943, Litviak a décollé pour une autre mission au-dessus de l'Est de l'Ukraine. Son avion n'est jamais rentré et son sort est resté inconnu pendant des décennies. Les détails exacts de son dernier combat sont restés incertains, mais plus tard, des enquêtes ont suggéré qu'elle avait été abattue lors d'un combat aérien avec des chasseurs allemands. Lydia Litviak n'avait que 21 ans, malgré sa courte carrière, elle est devenue l'une des femmes pilotes de chasse les plus légendaires de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire a démontré que les femmes pouvaient rivaliser avec et vaincre les pilotes de chasse les plus expérimentés au monde. Son héritage reste l'un des plus grands exemples de courage et de compétence en combat aérien. Les sorcières de la nuit, la terreur venue de l'obscurité. Peu d'unités militaires de la Seconde Guerre mondiale ont acquis une réputation aussi troublante et mystérieuse que le 588e régiment de bombardement de nuit soviétique. Pour les soldats allemands qui les affrontaient, ces pilotes n'étaient pas simplement des aviateurs ennemis, ils étaient quelque chose de bien plus inquiétant. Ils les appelaient les sorcières de la nuit. Le régiment a été créé en 1942 pendant l'un des moments les plus désespérés de la guerre pour l'Union soviétique. Les armées allemandes avaient profondément pénétré en URSS et menaçaient Stalingrad et les riches régions pétrolières du Caucase. Les dirigeants soviétiques avaient besoin de tous les pilotes et avions pour ralentir l'avancée allemande. La création de l'unité fut en grande partie l'œuvre de la célèbre aviatrice soviétique Marina Raskova, qui convainquit Joseph Staline d'autoriser la formation de régiments d'aviation entièrement féminins. Le 588e régiment de bombardement de nuit allait devenir le plus célèbre de ces unités. La majorité des femmes du régiment étaient des très jeunes, souvent étudiantes, enseignantes ou passionnées d'aviation avant la guerre. Certaines n'avaient que 17 ou 18 ans lorsqu'elles ont commencé leur formation. L'entraînement était intense et souvent précipité en raison de l'urgence de la guerre. Les pilotes devaient apprendre la navigation, les techniques de bombardement, l'entretien des avions et le vol de nuit dans des conditions de combat. Ils vivaient aussi dans des conditions difficiles, dormant sur des terrains d'aviation près du front. L'avion qui leur était attribué était le Polikarpov PO-2, un biplan biplace principalement fabriqué en bois et en toile. Conçu à l'origine dans les années 1920 comme avion d'entraînement, le PO-2 était déjà considéré comme dépassé au début de la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait aucun blindage, des armes défensives minimales et ne pouvait transporter qu'un petit nombre de bombes. Pourtant, ce fragile avion est devenu l'outil parfait pour les sorcières de la nuit. Le PO-2 pouvait voler extrêmement lentement et manœuvrer à très basse altitude. Cela permettait aux pilotes d'approcher les positions ennemies dans l'obscurité sans être facilement détectés. Les missions des sorcières de la nuit débutaient après le coucher du soleil, les bombes étaient chargées sous les ailes par les équipes au sol. Pendant que les pilotes étudiaient les cartes et tracèrent des itinéraires vers les positions allemandes, la navigation se faisait à l'aide d'instruments de base, de boussoles et de repères visibles au clair de lune. Les pilotes volaient généralement en petits groupes. Un avion pouvait attirer intentionnellement les projecteurs allemands et les tirs de la DCA. Pendant que les artilleurs concentraient leurs tirs sur cet avion, un autre appareil approchait discrètement depuis une autre direction juste avant d'atteindre la cible. Le pilote coupait le moteur, l'appareil planait alors dans l'obscurité. À ce moment-là, le seul bruit que les soldats allemands entendaient était le doux sifflement du vent passant à travers les ailes. Pour les troupes au sol, ce son étrange ressemblait au frottement d'un manche à balai dans l'air. Ce son donna naissance au surnom de « sorcière de la nuit » ou « Nachthexen » en allemand. Les pilotes larguaient leurs bombes et ne redémarraient le moteur qu'après avoir quitté la zone de la cible, disparaissant à nouveau dans l'obscurité. Ces missions étaient extrêmement dangereuses. Les avions PO-2 lents étaient des cibles faciles pour la DCA. Repérés et interceptés par les chasseurs de nuit allemands, ils n'avaient presque aucune chance de s'échapper. Malgré ces risques, les sorcières de la nuit volaient sans relâche. Lors des opérations intenses, les équipages effectuaient parfois de 8 à 15 missions en une seule nuit
L'épuisement était énorme. Après l'atterrissage, les équipes au sol rechargeaient rapidement l'avion en bombes et ravitaillaient l'avion avant le redécollage des pilotes. Plusieurs pilotes sont devenus célèbres pour le nombre de missions qu'elles ont accomplies. L'une d'elles, Nadejda Popova, a effectué plus de 850 missions de combat pendant la guerre. Une fois, elle est revenue d'une mission pour découvrir que son avion avait été touché par des dizaines de balles provenant de la DCA allemande. Pourtant, elle a survécu et a repris l'air la nuit suivante. Le régiment a joué un rôle dans de nombreuses grandes campagnes, y compris des opérations dans le Caucase, en Ukraine, en Pologne et finalement lors de l'avancée soviétique en Allemagne même. À la fin de la guerre, les sorcières de la nuit avaient effectué plus de 23 000 sorties de combat et largué des milliers de tonnes de bombes sur les positions allemandes. 23 membres du régiment ont reçu le titre de héros de l'Union soviétique, l'une des plus hautes distinctions militaires du pays. Leur tactique ne reposait pas sur des bombes lourdes ou des avions sophistiqués, mais plutôt sur la persévérance. Nuit après nuit, ils revenaient harceler les soldats allemands qui tentèrent de dormir près des lignes de front. Le doux murmure des ailes dans l'obscurité est devenu un son qu'ils redoutaient. Cela signifiait le retour des sorcières de la nuit. Marina Raskova, la femme qui a créé les sorcières de la nuit, derrière les légendaires sorcières de la nuit, se tenait une femme remarquable dont la détermination a permis l'existence même de l'unité. Elle s'appelait Marina Raskova. Née en 1912 à Moscou, Raskova a d'abord étudié la musique et rêvait de devenir chanteuse d'opéra, mais sa vie a pris un tournant inattendu lorsqu'elle s'est passionnée pour l'aviation. Au cours des premières années du développement de l'aviation soviétique dans les années 1930, l'aviation a captivé l'imagination du public soviétique. Les pilotes étaient célébrés comme des héros nationaux et les vols battant des records étaient considérés comme des symboles du progrès technologique. Raskova est rapidement devenue l'une des aviatrices les plus accomplies du pays. Elle travaillait comme navigatrice, un rôle qui consistait à tracer les itinéraires de vol et à guider les avions sur de longues distances. Son talent et sa détermination lui ont rapidement valu une reconnaissance nationale. En 1938, Raskova a participé à l'un des vols les plus célèbres de l'histoire de l'aviation soviétique. Aux côtés de deux autres pilotes féminines, elle a aidé à piloter un avion nommé Rodina lors d'un vol sans escale record de Moscou vers l'extrême-orient soviétique. Le voyage a couvert plus de 5900 km. Pendant le vol, l'équipage s'est perdu et a dangereusement manqué de carburant. Pour réduire le poids de l'avion et permettre un atterrissage en toute sécurité, Raskova a sauté en parachute de l'appareil dans la nature sauvage en contrebas. Elle a survécu seule dans la forêt pendant 10 jours avec des provisions limitées, avant que les équipes de secours ne la retrouvent enfin. Cet exploit audacieux a fait d'elle une héroïne nationale. Lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique en 1941, des milliers de femmes ont écrit des lettres pour demander à servir dans des postes de combat. La plupart des demandes ont été ignorées, mais Raskova avait de l'influence. Elle a utilisé sa réputation et ses relations. Elle a fait appel directement à Joseph Staline, soutenant que les femmes devraient être autorisées à servir comme pilotes de combat. Staline a accepté. En conséquence, 3 régiments d'aviation entièrement féminins ont été formés. Le 586e régiment d'aviation de chasse, le 587e régiment de bombardement en piqué et le 588e régiment de bombardement nocturne. Ces unités comptaient parmi les formations de combat féminines les plus célèbres de la guerre. Raskova a aidé à recruter des centaines de jeunes femmes de toute l'Union soviétique. Beaucoup d'entre elles étaient des étudiantes ou des passionnés d'aviation qui rêvaient de voler avant le début de la guerre. Elle supervisait leur entraînement et aidait à organiser les régiments. Bien qu'elle ait commandé le 587e régiment de bombardiers en piqué, elles y restaient étroitement liées aux autres unités qu'elle avait contribué à créer. En janvier 1943, alors qu'elle se rendait au front près de Stalingrad, l'avion de Raskova s'est écrasé par mauvais temps. Sa mort a choqué l'Union soviétique. Elle a reçu des funérailles nationales et ses cendres ont été enterrées dans le mur du Kremlin à Moscou, l'un des plus grands honneurs du pays. Bien qu'elle n'ait pas vécu jusqu'à la fin de la guerre, son héritage a perduré. Les sorcières de la nuit et les autres unités d'aviation féminine qu'elle a aidé à créer ont combattu jusqu'au dernier mois du conflit. Sans la détermination de Marina Raskova, l'Union soviétique n'aurait peut-être jamais formé ces légendaires régiments d'aviation féminins. Les sorcières de la nuit, l'une des unités les plus redoutées de la Seconde Guerre mondiale, n'auraient peut-être jamais pris leur envol. Nancy Wake, la souris blanche de la Gestapo. Alors que le front de l'Est a produit des tireurs d'élite et des pilotes légendaires, l'Europe de l'Ouest a vu émerger un autre type d'ennemi redoutable pour l'Allemagne nazie, des résistants qui opéraient derrière les lignes ennemies.
Nancy Wake comptait parmi les plus dangereux, ses actions audacieuses et son habileté à échapper à la capture en faisaient l'une des ennemies les plus recherchées par la Gestapo. Nancy Grace Augusta Wake est née à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en 1912, mais elle a passé une grande partie de son enfance en Australie. Jeune femme, elle a beaucoup voyagé et a finalement déménagé en Europe, où elle a travaillé comme journaliste. Pendant qu'elle travaillait en Europe. Au cours des années 1930, Wake a été témoin de la montée de l'Allemagne nazie et de la persécution des citoyens juifs. La violence et l'oppression qu'elle a vues l'ont profondément marquée et ont alimenté sa haine du régime nazi. Au moment où la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, Wake vivait en France avec son mari, un riche industriel français nommé Henri Fiorca. Lorsque les forces allemandes ont envahi la France en 1940 et ont rapidement vaincu l'armée française, le pays a été divisé en zones occupées et non occupées. Beaucoup de Français ont accepté l'occupation à contre-cœur, mais d'autres ont organisé des réseaux de résistance. Nancy Wake a immédiatement rejoint la résistance française. Au début, son rôle consistait à aider les soldats et aviateurs alliés à s'échapper du territoire occupé. Les pilotes dont l'avion avait été abattu au-dessus de l'Europe comptaient souvent sur les réseaux de résistance pour atteindre un territoire sûr. Wake aidait à guider ces pilotes à travers des routes secrètes en France jusqu'en Espagne, d'où ils pouvaient retourner en Grande-Bretagne. Ces missions étaient extrêmement dangereuses. Toute personne surprise en train d'aider des soldats alliés risquait l'emprisonnement, la torture ou l'exécution. Mais Wake s'est révélée remarquablement efficace. Elle voyageait fréquemment entre les cellules de la résistance, livrant des messages, de l'argent et des fournitures. Son intrépidité et sa rapidité à traverser le territoire occupé la rendaient précieuse pour le réseau clandestin. La Gestapo, la police secrète nazie, ne tarda pas à être informée de ses activités. De nombreuses tentatives furent faites pour la retrouver, mais Wake échappait constamment à la capture. Elle utilisait des déguisements, de fausses identités et des itinéraires d'évasion secrets pour garder une longueur d'avance sur les autorités. Sa capacité à disparaître lui valut le surnom de la souris blanche. La Gestapo mit une prime de 5 millions de francs sur sa tête, faisant d'elle l'une des résistantes les plus recherchées de France. En 1943, la situation devint trop dangereuse pour qu'elle reste en France. Alors que la Gestapo approchait, Wake s'est enfuie par les Pyrénées jusqu'en Espagne, puis a rejoint la Grande-Bretagne. Là-bas, elle a rejoint le Special Operations Executive, une organisation britannique chargée de coordonner les mouvements de résistance à travers l'Europe occupée par les nazis. Wake a suivi un entraînement intensif comprenant la manipulation des armes, les techniques de sabotage, la communication radio, le saut en parachute et les tactiques de guerre de guérilla. En 1944, elle était prête à retourner au combat. En avril de cette année-là, Nancy Wake a sauté en parachute au centre de la France pour aider à organiser des groupes de résistance en vue de l'invasion alliée de la Normandie. Avec des milliers de résistants, appelés maquisards, Nancy Wake a coordonné des attaques contre les lignes d'approvisionnement, ponts et réseaux de communication allemands. Ces opérations de sabotage ont perturbé les mouvements de troupes allemandes et ont rendu plus difficile pour les forces allemandes de réagir rapidement au débarquement allié en juin 1944. Nancy Wake participait souvent directement aux opérations de combat. Lors d'un raid contre un quartier général de la Gestapo, Nancy Wake aurait tué un garde allemand avec une technique silencieuse de combat rapproché pour éviter l'alerte. À la fin de la guerre, Nancy Wake était devenue l'une des résistantes les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont la George Medal de la Grande-Bretagne, la Medal of Freedom des États-Unis et la Légion d'honneur française. Pour les nazis qui la traquaient, Nancy Wake était un cauchemar, une résistante qui refusait de se rendre et semblait impossible à capturer. Zoya Kosmo-Demianskaya, la martyre de la résistance soviétique. Une autre figure qui est devenue un symbole puissant de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale était Zoya Kosmo-Demianskaya, une jeune partisane soviétique dont le courage a fait d'elle l'une des héroïnes les plus célèbres de la guerre. Zoya est née en 1923 dans la région de Tambov en Russie. Elle a grandi dans une famille qui valorisait l'éducation et le patriotisme et elle était connue parmi ses camarades de classe comme une élève sérieuse et déterminée. Lorsque l'Allemagne nazie a envahi l'Union soviétique en 1941, Zoya n'avait que 18 ans. Comme de nombreux jeunes soviétiques, elle s'est tout de suite engagée pour défendre son pays et a intégré une unité partisane de sabotage formée à opérer derrière les lignes ennemies. Ces unités menèrent des missions pour perturber les routes d'approvisionnement allemandes, détruire les lignes de communication et saboter les infrastructures militaires. La guerre de partisans a joué un rôle crucial dans le ralentissement de l'avancée allemande à travers le territoire soviétique.
L'unité de Zoya opérait près des lignes de front à l'ouest de Moscou pendant l'hiver 1941, l'une des périodes les plus critiques de la guerre. À cette époque, les forces allemandes s'étaient dangereusement rapprochées de la capitale soviétique. Les partisans ont reçu l'ordre de détruire les villages et installations utilisés par les troupes allemandes pour s'abriter et s'approvisionner. L'objectif était de priver l'armée envahissante de ressources pendant le rude hiver russe. Au cours de l'une de ses missions de sabotage, en novembre 1941, Zoya a tenté d'incendier des bâtiments utilisés par les troupes allemandes. Cependant, elle a été capturée par des soldats allemands. Ce qui a suivi est devenu l'une des histoires de résistance les plus marquantes de la guerre. Zoya a été brutalement interrogée et torturée par ses ravisseurs. Les Allemands ont exigé des informations sur son unité et ses opérations. Elle a refusé de répondre. Malgré de graves sévices, elle n'a pas révélé les noms de ses camarades ni l'emplacement des groupes de partisans. Le 29 novembre 1941, Zoya Kosmo-Demianskaya a été exécutée publiquement par pendaison dans le village de Petrouchevo. Des témoins ont rapporté plus tard qu'avant son exécution, elle s'est adressée avec défi aux soldats allemands et aux villageois présents. Selon les récits soviétiques, elle a déclaré que l'Union soviétique vaincrait l'Allemagne et que des milliers de partisans continueraient le combat. Son courage face à la mort est devenu un symbole puissant de la résistance. Peu de temps après, les journaux soviétiques ont publié son histoire à travers le pays. Des photographies et des articles décrivaient son courage et son sacrifice. Zoya Kosmo-Demianskaya est devenue l'une des premières femmes à recevoir le titre de héros de l'Union soviétique, la plus haute distinction militaire du pays. Son histoire a inspiré des milliers de jeunes soviétiques à rejoindre les partisans combattant derrière les lignes allemandes. Même aujourd'hui, elle reste l'une des figures les plus célèbres de la résistance soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire représente non seulement le courage au combat, mais aussi la force de la défiance face à l'oppression, une force à laquelle l'ennemi ne s'attendait pas. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit finalement fin, en 1945, le monde dut relever l'énorme défi de se reconstruire après des années de destruction. Des villes entières étaient en ruine. À travers l'Europe et l'Asie, des millions de familles pleuraient et des proches disparus. Et les nations peinaient à se remettre des cicatrices économiques et émotionnelles laissées par le conflit. Pour beaucoup de femmes qui avaient combattu pendant la guerre, la fin des combats a rendu le retour à la vie civile compliqué. Certaines sont retournées à l'université ou ont repris des carrières interrompues, tandis que d'autres ont peiné à retrouver leur place dans des sociétés les poussant vers des rôles traditionnels. Bien qu'elles aient contribué au combat, de nombreuses anciennes combattantes ont vu leurs expériences de guerre peu reconnues après le conflit. Pourtant, leurs histoires ont subsisté. Les historiens et chercheurs ont peu à peu révélé l'ampleur des rôles joués par les femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est apparu, c'est un tableau remarquable de courage, de détermination et de résilience. Les femmes n'avaient pas seulement soutenu l'effort de guerre, elles avaient aussi combattu sur les lignes de front. Ensemble, ces femmes ne représentent qu'une petite partie de l'histoire plus vaste des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers le monde, des millions de femmes ont contribué à la lutte contre le fascisme et l'agression. Elles ont travaillé dans des usines d'armement et servi comme infirmières et secouristes. Sur le champ de bataille, elles décryptaient les communications ennemies, transportaient des fournitures et organisaient des mouvements de résistance. Certaines pilotèrent des avions, d'autres combattaient avec des fusils et certaines ont payé le prix ultime. Pendant la guerre, ces femmes étaient des ennemis redoutables. Des tireuses d'élite cachées dans des villes en ruine, des pilotes apparaissant silencieusement dans le ciel nocturne ou des résistantes frappant à l'improviste depuis l'ombre. Mais pour l'histoire, elles sont devenues autre chose, elles sont devenues des symboles de courage. Leurs histoires montrent que le courage en guerre ne dépend ni du genre, ni de la nationalité, ni des origines. Il se définit par la volonté de faire face aux dangers et de défendre ce que l'on croit juste. Les femmes ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas simplement participé à l'histoire, elles ont contribué à la façonner. Et leur héritage continue d'inspirer de nouvelles générations à se souvenir des sacrifices et du courage de celles et ceux qui ont traversé l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité.